C'est la suite du petit déjeuner de l'actu. Chloé Morin est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, associé à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'opinion publique. Et vous venez ce matin pour ce livre, Les inamovibles de la République, aux éditions, justement, Fondation Jean Jaurès. Oui, bonjour Chloé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Essayons de comprendre, parce que votre livre est sans doute l'un des meilleurs éclairages d'une partie de ce que nous vivons aujourd'hui, avec tous les bugs que l'on reproche à l'ensemble de l'administration, au gouvernement en tant que tel, dans un premier temps avec les masques, ensuite avec les tests, ensuite aujourd'hui avec la vaccination, les ratés en cascade. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est l'administration ou nos politiques qui doivent les diriger? Je dirais les deux, un peu des deux. Un peu des deux, parlez bien dans le micro, oui. Disons que ce qu'on a constaté au début de la pandémie, c'est que nos modes d'action publique, c'est-à-dire qu'une fois que le président de la République ou un ministre a pris une décision, ou même que l'Assemblée a voté une loi, les choses s'enlisaient et qu'il ne se passait rien. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus clairement avec la pandémie, parce que justement c'est une crise qui a une telle ampleur et il y a une telle urgence en fait que il y a des applications concrètes sur le terrain, quoi. C'est ça. Il y a des implications concrètes. Quand on manque de dizaines de milliers de masques, de centaines de milliers de masques, on le voit tout de suite. Et donc cette pandémie a fait ressortir finalement un mal qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien, qui est l'incapacité d'une partie de l'administration en fait à traduire la commande politique en actes. Tout en sachant qu'une fois qu'on a dit ça, bien sûr qu'il y a une responsabilité des politiques qui parfois sont manque de volonté, ne sont pas forcément suffisamment compétents sur le sujet sur lequel ils agissent. Et donc voilà. Mais il y a toute une partie de l'action publique que le citoyen ordinaire ne voit pas, qui est la partie qui relève de l'administration, et c'est ça que j'ai voulu éclairer. Oui, alors il faut redire en même temps ce qu'est cette haute administration, que vous définissez très bien dans votre livre, parce que vous les avez côtoyés, vous, en ayant travaillé au cabinet du Premier ministre, à Matignon, avec Ayrault, ensuite avec Valls. Quelle est cette haute administration dont on parle ? Alors la haute administration, ce sont des personnes qui sont passées par ce qu'on appelle des grandes écoles. Tout le monde connaît l'ENA, mais il y en avait aussi quelques autres, on pense à Polytechnique, etc. Qui font qu'une fois que vous avez passé un concours qui généralement est très difficile, ensuite vous avez une espèce de rente à vie et votre carrière est faite. C'est-à-dire qu'à 20, 25, 30 ans, votre carrière est faite. Et donc votre carrière est faite, c'est-à-dire qu'il y a des... Vous risquez plus grand-chose, on va dire. C'est-à-dire vous êtes sûr d'avoir toujours un job. Non seulement vous êtes sûr d'avoir toujours un job, mais un bon job. C'est-à-dire que vous entrez directement dans les postes les plus élevés des administrations. Et c'est ça qui distingue en fait le fonctionnaire ordinaire, qui bien sûr lui a la sécurité de l'emploi, mais les hauts fonctionnaires, en plus de ça, ils ont vraiment des postes d'encadrement. Et c'est pas rare qu'à 30 ans, on trouve des gens à des niveaux de décision auxquels on ne les trouverait pas dans le privé. Oui. Est-ce que ça veut dire que par exemple, pour la crise des Gilets jaunes, avait raison, disons que ces gens sont hors sol, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le terrain. Mais quelque part, les Gilets jaunes ont pressenti, sans avoir forcément peut-être toutes les informations qui leur permettaient de l'appuyer, mais ils ont pressenti qu'il y avait quelque chose au niveau de notre système de décision et de notre système de décision, d'action publique qui ne fonctionnait pas. Une forme d'opacité, une forme d'irresponsabilité, puisque de manière générale, au fond, les responsables politiques, s'ils n'ont pas de résultats, à la fin des fins, on peut toujours voter contre et donc les exclure du jeu politique. Mais l'administration, elle reste. Et quelque part, c'est aussi ça qu'on ressent quand on est dans un cabinet ministériel ou quand on est ministre. C'est qu'on a face à soi des administrations qu'on est censé piloter, mais qui vous disent... Oui, bon, enfin, toi, tu vas rester 10 mois, 1 an, 2 ans, alors que moi, je suis là pour des années. Et ça renverse un peu le rapport. Oui, mais alors, finalement, ça pourrait être bien dans la continuité de l'État, quels que soient les politiques qui passent, bien sûr, de se dire qu'eux sont là pour assurer une forme de continuité, de fonctionnement de nos institutions. Sauf que on a l'impression, en vous lisant, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y en a qui font leur job, très bien, etc. Puis d'autres, ils ne suivent pas véritablement ce qui est demandé, quoi.
C'est ça. Bien sûr, parfois c'est un atout. C'est-à-dire que effectivement, il y a sans doute des exemples et sans doute nombreux où lorsque les politiques sont incompétents ou prennent de mauvaises décisions, et ben les hauts fonctionnaires corrigent. Donc ça, c'est clair que ça peut exister. Néanmoins, la plupart du temps, on doit quand même se dire qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide. Et que donc les ministres sont l'émanation voilà, de la majorité des votes. Ouais. Et qu'il y a un problème démocratique grave à se dire qu'une partie des personnes, une partie de l'administration, qui encore une fois, c'est une petite partie, mais enfin, ça compte quand même. Quelques milliers de personnes, quand même. Hein. Pour les hauts fonctionnaires, je dirais moins qu'un millier, mais leur pouvoir de nuisance, on va dire, est après, on estime entre 4 et 20 000, j'ai vu, en fait, sur l'ensemble de la chaîne en fait, de l'administration. Si on prend au sens large, oui. Mais moi, je pensais vraiment à ceux qui pouvaient vraiment nuire... Voilà. Est-ce que ça veut dire que la classe politique, en tout cas les ministres, c'est-à-dire que le niveau a baissé, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que finalement les hauts fonctionnaires ont toujours eu plus de pouvoir que les ministres? Non, je pense qu'il y a eu vraiment un décrochage ces dernières années, pour plein de raisons, mais notamment à cause de la crise de défiance. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que sur les 10 dernières années, les politiques sont de plus en plus détestés et du coup ils sont dégagés de plus en plus vite. Les politiques qui ont une carrière longue en fait sont de moins en moins nombreux, donc on voit arriver des politiques qui sont moins, plus novices en quelque sorte. Et moins armés peut-être. Et moins armés. Et puis s'ils ont moins de soutien populaire, nécessairement leur force est moins grande. Donc le déséquilibre des rapports de pouvoir entre l'administration et les politiques, je pense, c'est accru depuis quelques années. Et ce qui explique peut-être une partie des bugs que l'on connaît et des ratés que l'on connaît en ce moment. On va continuer d'en parler avec vous, Chloé Morin, Les Inamovibles de la République, aux éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès. Vous pouvez aussi nous appeler pour réagir 0826 300 300. 9h28, à tout de suite. Le minibus. 9h31 avec nous ce matin, Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'opinion publique, pour ce livre Les Inamovibles de la République aux éditions de l'Aube et Fondation Jean Jaurès. Je voudrais revenir sur quelque chose. On ne parle assez rarement de sanctions pour les hauts fonctionnaires. On sanctionne les ministres, c'est-à-dire qu'ils démissionnent les uns après les autres ou alors ils sont changés. Et à part Agnès Salle, l'affaire des taxis, finalement il n'y a jamais de sanctions. Oui, il y a une opacité totale en fait sur les sanctions. Alors, quand on prend, et c'est ce que j'ai fait dans le livre, j'ai essayé de regarder les sanctions finalement qui existaient. Et c'est vrai que autant vous arrivez à trouver les sanctions qui visent les fonctionnaires, imaginez, on a parlé, il y a eu tout un débat autour de la sécurité récemment, donc les sanctions sur les policiers, on peut à peu près les quantifier. Mais alors, les sanctions sur les hauts fonctionnaires, on n'entend jamais parler. Et ça, c'est parce qu'il n'y en a pas ou elles sont... je suis pas capable de vous répondre, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a des sanctions qui se perdent. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du DGS actuel, dont le Sénat Direction générale de la Directeur santé. général de la santé, voilà. Dont le Sénat a révélé qu'il avait fait pression sur une autorité indépendante, oui, Jérôme Salomon, pour modifier un rapport, parce que l'autorité en question voulait recommander de stocker 1 milliard de masques, et que lui, ayant juste avant décidé de ne pas les stocker, a dit non, vous n'allez pas faire un rapport qui va dire que j'ai mal fait mon boulot. Donc ça, il me semble quand même que ça mérite au moins discussion. Le Sénat pointe la chose. En plus, le Sénat ne l'a pas su de la bouche du directeur général de la santé. Ils sont allés chercher l'information. Donc, c'est pas comme s'il était arrivé en disant « Regardez ce que j'ai fait ». Et ça, on n'en parle pas. Il n'y a rien. Il se passe rien. Et donc, moi, c'est pas... Après, le sujet, c'est pas de prendre un tel ou tel, mais bon, on est bien obligé de prendre des exemples, puisque... il n'y a pas de responsabilité. C'est ça aussi qui nourrit le sentiment d'irresponsabilité. C'est qu'on se dit... il y a un monde dans lequel vous évoluez, on évolue, vous et moi, où finalement, quand vous faites une bêtise, vous êtes sanctionné. Et puis, il y a un autre monde
où il ne se passe jamais rien et quoi que vous fassiez, en fait. Est-ce qu'il y a alors ils bénéficient d'une solidarité entre eux, c'est clanique un petit peu. Hein, il y a des solidarités très fortes, oui. Très très fortes, quoi. C'est-à-dire qu'on se recase, on se soutient en même temps. C'est ça. Et il y a après il y a une porosité aussi avec le privé, hein, puisqu'on sait qu'il y a des postes, il y a pas mal notamment d'inspecteurs généraux des finances, de polytechniciens, etc., qui sont dans des grandes entreprises. Donc il y a une solidarité qui dépasse. Avec ce qu'on appelle le système de pantouflage, en fait, hein, c'est ça. Voilà, le système de pantouflage qui a été tout de même considérablement régulé. Depuis 2012 à peu près, donc il y a beaucoup moins de conflits d'intérêts, voilà, mais ça reste tout de même relativement opaque à ce stade. Est-ce que c'est eux qui inventent tous ces mots, la mobilité, les assises de la mobilité, tous ces mots un peu voilà que on comprend pas pourquoi ils sont pas plus simples sur les commerces non essentiels, enfin voilà qui fait finalement créer une fracture entre le terrain et finalement les décisions. Oui, c'est là où on se rend compte que l'administration ne sait plus se faire comprendre. Donc peut-être que le sentiment d'éloignement des services publics, le sentiment de déconnexion et l'idée que finalement, pour tout un tas de territoires notamment et de catégories sociales, la puissance publique ne fait plus rien, elle vient aussi de cette difficulté à se parler et à se comprendre. Cela dit, le vocabulaire en question, les politiques sont aussi très forts pour... Oui, c'est vrai, pour inventer des mots, bien sûr. Mais souvent conseillés aussi, ces politiques, par l'administration. Il y a par exemple, à chaque fois, chaque ministre, quand on parle de l'administration, chaque nouveau ministre qui arrive, parle de « on va simplifier les choses ». Le choc de la simplification administrative. On se souvient en fait de ça. C'était à l'époque où d'ailleurs vous étiez en fait, me semble-t-il, à Matignon. Mais d'un côté, alors, est-ce qu'on simplifie véritablement ? Je crois que vous dites dans le livre, il y a certains qui disent oui, on verse un petit peu de la baignoire, on verse un petit peu, mais de l'autre côté, il y a un robinet qui coule à plein tube, quoi. C'est ça. À mesure qu'on simplifie, on crée de la complexité à ne plus savoir qu'en faire. Le constat, justement, quand j'ai écrit le livre, j'ai repris l'histoire de toutes les tentatives de simplification. Et quand on regarde ça, c'est tout à fait décourageant, parce qu'en fait, on a l'impression que depuis qu'on a inventé l'administration, on essaye de la simplifier et qu'on n'y arrive jamais. C'est un peu pour cette raison que j'ai écrit ce livre, parce que je pense que un des problèmes qu'on a eu jusqu'ici, c'est qu'on a laissé les hauts fonctionnaires s'occuper des hauts fonctionnaires, et que finalement on se disait, il y avait une intention politique qui disait on va tout simplifier, puis ensuite c'était une task force de hauts fonctionnaires justement et on qui se mettait au travail. Et qui du coup, je veux dire, c'est très difficile de se réformer soi-même. Et je pense que pour changer les choses, il est absolument nécessaire que finalement ce soit le politique et donc le citoyen qui essaye de se saisir du sujet. Mais est-ce qu'un politique peut vraiment influer sur les choses, du coup ? On se souvient d'Arnaud Montebourg, qui l'a dit aussi dans son livre, là il a écrit récemment, il disait qu'il voulait faire des choses, mais alors je ne sais pas si c'était des bonnes décisions ou pas, mais en tout cas qu'il était complètement... englué, voilà, dans cette administration, il ne pouvait rien bouger, quoi. Oui, il raconte notamment qu'il a eu toutes les peines du monde à virer un certain nombre de têtes de l'administration. Je pense que le politique peut quand même faire beaucoup de choses et que malheureusement, une partie des politiques aujourd'hui utilisent les hauts fonctionnaires comme bouc émissaire pour se déresponsabiliser en fait de leur propre renoncement. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a des réformes qui sont absolument indispensables et qui seraient toutes simples. Par exemple, le fait qu'un ministre, finalement, c'est le patron d'une PME. Il a ses administrations sous ses responsabilités. Eh bien, il devrait pouvoir virer lui-même, sans avoir besoin d'en référer à Matignon ou à l'Élysée, de virer lui-même les directeurs d'administration, puisque, in fine, il est responsable de ce que fait cette administration. Donc, autant qu'il ait la main et qu'il puisse faire les choses. Manœuvrer un petit peu, quoi, parce que sinon, il aura il sera
Oui, oui, et puis pieds et mains liés, évidemment, avec l'administration, il aura du mal à influer. Chloé Morin, il y a des appels. Hein. Et au 0826 300 300, avec nous pour l'instant. On avait quelqu'un, mais on l'a perdu. Ça reviendra en fait tout à l'heure. Chloé Morin, autre question, du coup, parmi les suggestions, c'est ce que vous dites, hein, vous avez évoqué celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a l'impression qu'on est complètement sclérosé quand on dit que la France souvent est sclérosée et qu'elle ne peut pas bouger. Quelles sont les solutions sur la table aujourd'hui, sachant qu'on a écarté la réforme notamment de l'ENA? Oui, la réforme de l'ENA, à la limite, elle n'est pas, à mon sens, essentielle. Enfin, c'est-à-dire que souvent, on dit qu'on va supprimer l'ENA, et d'une part, on ne le fait pas, on transforme un petit peu, et puis d'autre part, ce n'est pas le cœur du problème. Je pense que une des choses qu'on pourrait faire, par exemple, c'est d'ouvrir la moitié des postes en direction d'administration à des gens qui ne sont pas des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des chercheurs, des entrepreneurs, etc. Et donc là, tout de suite, à la vraie compétence, en fait. À la compétence, et donc des gens qui ont fait par exemple des écoles de commerce ou d'autres sans être énarques, sur la base de leurs compétences, et donc dans ce cas-là vous diluez un peu cette culture là de l'entre-soi et qu'a la haute administration, et vous donnez une chance en fait à l'administration aussi de penser différemment. Je n'ai pas d'admiration trop marquée pour le privé par rapport au public. La question n'est pas là, mais je pense que la diversité des expériences, par contre, est très importante. Est-ce que ce système est aujourd'hui au bord de l'implosion ? Je pense, oui. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on arrive au moment où les gens se rendent compte que si on peut faire tous les grands projets qu'on veut, toutes les grandes promesses qu'on veut, si on continue à se désintéresser de l'exécution et qu'on continue à se dire l'intendant suivra, ça n'est plus possible. Et on voit bien depuis des années le vote populiste monter. Le vote populiste, à la fin, c'est quoi ? C'est des gens qui disent de plein de manières différentes, le système ne fonctionne plus pour moi. Parce qu'il le voit sur le terrain, quoi. C'est ça. Il le voit sur le terrain. Il voit que la politique ne change plus la vie. Quelque part, je pense que pour que la politique change encore à nouveau la vie, certes, il faut réformer les politiques, mais ça, c'est un autre problème. Mais il faut agir sur l'administration. On parle des collaborateurs aussi. Souvent, les collaborateurs qui se rebellent, ou en tout cas qui essayent de bouger les lignes, sont immédiatement blacklistés. Les collaborateurs de cabinet ? Oui, de cabinet, oui. Ah oui. C'est la preuve. Des bouquins qui témoignent de l'intérieur, vous en avez pas beaucoup. C'est jamais comment dire. On vous a déconseillé de l'écrire, vous ? Fortement, oui. Oui. Des gens de l'administration, même des politiques. Plus des gens qui me voulaient du bien et qui savent à quel point ce système est tout de même à la fois verrouillé et puissant. Et donc c'est clair qu'avoir une carrière dans le public et dénoncer ce qui s'y passe, c'est totalement impossible. Oui. Et pourquoi ça vous tenait à cœur, alors justement, de le faire, quoi ? Parce que vous avez dit un petit peu tout à l'heure, mais vous n'êtes pas allé au bout, je pense, au fond de votre pensée. Parce que oui, d'une part, je me suis rendu compte je suis convaincue que c'est une des clés du malaise démocratique et de la montée du populisme. Je pense qu'on arrive vraiment au bout de quelque chose et qu'il faut agir, et sinon ça va très mal finir. Et puis aussi parce que finalement en 2015 j'avais, et je la cite dans le livre, j'avais fait une note suite au régional où justement le Rassemblement national avait déjà fait des scores très importants, et donc on avait réfléchi à plusieurs, et je m'étais dit il y a un problème avec l'élite, et donc il faut arriver à déverrouiller l'accès à cette élite et puis à la rendre un peu plus responsable. Et donc j'avais fait des propositions, et j'avais bien vu comment, si vous voulez, personne ne s'est opposé à ces propositions. C'est juste que le truc, c'est complètement enlisé, parce qu'il n'y avait pas de volonté, et parce que derrière, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que rien ne bouge. Et donc je me suis dit, quand j'ai vu le scandale des masques et toutes ces choses qui en fait nous ont sauté aux yeux pendant le scandale, pendant l'épidémie du Covid, je me suis dit, c'est pas possible. C'est le même problème qui ne fait que grandir. Et donc,
faut faire quelque chose. Oui, oui. Parce que c'est ça qui nourrit, entre guillemets, le populisme, le rejet des élites, etc. Est-ce que ces élites, elles ont tendance aussi à monter les politiques un peu contre la population, en disant non mais ils ne savent pas comment on fonctionne, etc. C'est plus compliqué. On a eu ce sentiment notamment au début de la crise en fait du Covid, en renvoyant les gens en disant non mais vous savez pas comment on met les masques, nous on va vous dire ce que l'on fait, etc. Oui, il y a un mépris. Oui, il y a l'idée quelque part, et qu'il renvoie effectivement aux politiques, que eux savent et qu'ils sont non pas tenants d'une idéologie, mais détenteurs de la vérité. Et moi, j'ai absolument aucun problème avec le fait que chacun ait des idées, et je pense que chacun, d'une manière consciente ou inconsciente, a une idéologie. Le problème, c'est que eux, ils pensent que ça n'est pas une idéologie, donc elle n'est pas mise en débat tous les 5 ans dans les élections. C'est la vérité absolue. C'est la vérité absolue, et du coup, elle saute par-dessus les élections. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Est-ce que la colère de Macron, il y a une semaine, montre que c'est lui qui envoie les informations? C'est une façon de cacher que finalement il s'est trompé? C'est quoi la vraie vérité selon vous? Moi, en 2017, j'ai vraiment cru que Macron voulait faire quelque chose sur la lourdeur et bureaucratique, et qui voulait vraiment réformer la haute administration. Et depuis, en fait, il tient ce double discours. À la fois, il a les actes qui montrent plutôt qu'il a conforté la haute administration, et il a ce discours qui fustige l'État profond, qui fait des coups de colère ici et là quand les choses n'avancent pas. Et du coup, cette ambiguïté-là, à mon avis, est néfaste. En tout cas, ça ne nous aide pas à nous dire qu'il y a une réelle volonté de changer les choses derrière. Merci beaucoup, Chloé Morin. Les Inamovibles de la République. Donc, je vous le conseille absolument à lire, aux éditions de l'Aube, Fondation Jean Jaurès, pour comprendre ce mécanisme en fait de l'intérieur. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits autour de ça, mais on n'était peut-être pas allé en fait en profondeur sur, comme vous l'avez fait, sur ce fonctionnement. Sujet qui fâche. Oui, absolument.